Bonjour à tous et à toutes pour un épisode exclusif de la Galinette éveillée avec Margot Arnand, une femme exceptionnelle, une amie et beaucoup plus important, une des tantrikas les plus reconnues dans le monde. Margot, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas Margot, c'est l'auteur de 6 livres exceptionnels sur le tantra, l'extase. Margot a travaillé avec des noms extraordinaires comme Tony Robbins, Deepak Chopra. Tu as voyagé tout autour du monde. Tu es une femme très vivante, très accomplie, qui a pratiquement tout essayé, tous les états de conscience que vous pouvez imaginer. Donc, beaucoup de sagesse aujourd'hui avec nous et on va essayer de partager cette sagesse avec toi, Margot, et de voir si on peut obtenir des nuggets pour notre audience en français. Alex, merci d'être là avec nous dans cet épisode exclusif. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a fait quelques sujets sur la sexualité consciente, sur le tantra. Et du coup, c'est un honneur pour nous d'avoir Margot ici. Margot, bienvenue. Et on a quelques-uns de tes livres ici. Oui. J'aimerais bien en parler un petit peu. Je vais parler de celui-là, À la rencontre de l'orgasme divin, amour, sexe, éveil. Et moi, j'ai L'art de l'extase sexuelle. Est-ce que c'est ton livre le plus vendu, celui-là, Margot? Le plus populaire? Oui. Donc, le best-seller, si vous voulez commencer par ce qui s'est le plus vendu, ça sera celui-ci. Voilà. Et Margot est publié dans plusieurs langages, bien évidemment, en allemand. Le travail de Margot, c'est Skydancing. Elle a des écoles de tantra internationales. Et une pièce particulière que tu partages dans ton travail, c'est la vague de l'extase. Et j'espère qu'on pourra en parler, bien sûr, dans cet épisode aujourd'hui. Car les Français sont très curieux sur la sexualité, sur le tantra, mais il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup de confusion. Et surtout avec le néo-tantra et certains d'entre nous qui ont pu voyager en Thaïlande ou dans plusieurs coins du monde, moi, je trouve qu'il y a un petit peu un côté marketing qui a créé de l'ombre à une technique vraiment ancienne et mystique et sacrée. Donc, peut-être, pour débuter notre interview, Margot, je voudrais te demander si, en quelques mots, tu peux nous donner ta version de qu'est-ce que c'est le tantra, puisque tout le monde va avoir une version différente. Et puis aussi, peut-être clarifier pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que toi, tu mets dans le panier du tantra et qu'est-ce que tu penses qui ne fait pas partie de cette pratique magnifique? Eh bien, j'ai une définition tout à fait spéciale et originale du tantra, qui est vraiment la mienne, et c'est celle-ci. Alors, je le dirai en anglais et après, j'essaierai de traduire en français. J'ai plus l'habitude maintenant de parler l'anglais. Choose with awareness what brings you joy and it will open the door to your spirit. Donc, choisis en conscience ce qui te donne ou qui t'apporte de la joie et cela ouvrira la porte de ton esprit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir. Bon, on est tous capables de choisir, mais est-ce qu'on choisit parce qu'on est dans l'envie, parce qu'on est dans la gourmandise, ou bien est-ce qu'on choisit parce qu'on est conscient de notre choix, conscient de ce qui est bon pour nous, conscient de ce qui est bon pour le monde, conscient de ce qui est bon pour notre partenaire, etc. Donc, en conscience, ça veut dire un choix éveillé. Et ensuite, ce qui t'apporte de la joie, ben oui, choisir ce qui t'apporte de la joie, c'est-à-dire ne pas céder au programme de notre société et de nos religions qui nous disent qu'il faut travailler dur, il faut rester dans les rails, il faut obéir à son gouvernement, il faut surtout ne pas s'éveiller parce qu'à ce moment-là, on fera plus ce qu'on nous dit. Il faut être coupable parce que nous sommes issus du péché originel, qui est une abomination ridicule, que nous devons faire attention parce que nous sommes en fait quelque part flawed, or fucked up depuis le départ. Oui, fucked up, c'est un mot que les Français comprennent, ça. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français? On est foutu dès le départ. On est foutu dès le départ. Voilà. Alors, tout ça, c'est des vieux programmes, soyons clairs.
Et maintenant, c'est à nous de voir, est-ce qu'on les achète inconsciemment parce qu'on en est tellement bombardé toute la journée que finalement, inconsciemment, on est un peu dedans, surtout maintenant avec le confinement et toutes les difficultés, les blocages. Nous, par exemple, dans notre école, on a dû retarder pour la 2e fois les dates de nos formations dans le Skydancing Tantra. Et nous avons une école qui a beaucoup de succès, les groupes sont toujours pleins, environ 40 personnes. Et ça fait déjà 2 fois que ma pauvre organisatrice doit annuler, rembourser, reprendre des dates parce que on n'est pas habilité à pouvoir vivre librement. Et moi, je trouve ça... C'est une révolutionnaire, Margot, un petit peu. Ridicule. Enfin bon, il y a 2 manières de voir la situation actuelle. Il y en a plusieurs, mais pour moi, il y en a 2. Il y a la manière pro-vaccin, c'est-à-dire la manière qui dit notre gouvernement est là pour le bien du peuple, notre gouvernement est là pour aider le peuple à être protégé. Et j'ai vécu 25 ans en Amérique et je veux dire, il y a tellement d'exemples où ce n'est pas le cas. Je viens encore de voir un film, un documentaire là, à l'instant avant de commencer cette interview, qui nous montre par A plus B que ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Mais bon, et en tout cas, alors donc c'est ceux qui pensent que tout ce qu'on nous dit, les médecins, les mesures médicales, les statistiques, les gens qui meurent du Covid, les hôpitaux qui soi-disant sont pleins, voilà, ça on y croit. Ok, d'accord. Et puis il y a l'autre côté, dont je fais plus ou moins partie, je suis un peu dans les 2 camps, je veux dire. L'autre côté qui dit j'y crois pas, parce que j'ai écouté suffisamment d'interviews, de feedback de médecins, de scientifiques et de virologues éminents qui ont des titres longs d'1 page et qui, après avoir analysé en détail les composants de ces différents vaccins et leurs effets sur nos cellules, en ont conclu que si les vaccins nous permettent d'avoir une défense contre le Covid actuel, par contre, ils annulent et ils cancelled out, ils éliminent en quelque sorte la puissance et l'efficacité de notre système immunitaire pour toutes les autres choses. Et puis, d'autre part, ces vaccins ont malheureusement l'influence de forcer le Covid actuel à entrer en mutation pour créer d'autres virus mutants contre lesquels les personnes vaccinées n'ayant plus de système immunitaire ne seront pas protégées et qui va en plus avoir des effets secondaires qui vont être catastrophiques parce qu'ils donneront lieu à toutes sortes de maladies inconnues. Donc toi, Margot, tu ne te feras pas vacciner. Donc moi, je ne me ferai pas vacciner et j'ai déjà obtenu une dispensation médicale, donc je suis cool. Mais bon, moi, quand je dis ça à mon chéri, à mon homme chéri, qui est en ce moment à Paris, il me rit au nez en me disant que je suis une conspirationniste. Une complotiste. Une complotiste. Mais on est tous des complotistes dès qu'on s'éveille. Mais juste pour revenir un petit peu à, si tu veux... Oui, c'est vrai qu'on devait parler du tantra. Oui, mais on vit dans un monde qui est assez spécial, donc c'est bien de partager ton point de vue. Ce qui est assez intéressant avec ça, c'est que pour moi, une bonne partie du tantra, j'ai beaucoup lu Osho, c'est aussi de remettre en question la société dont tu parlais au début. Et donc, toi, tu as beaucoup travaillé sur la sexualité, par exemple. Et moi, quand je vois les programmes de la société, bah, il y a la partie de l'éducation, il y a la nourriture, prendre soin de sa santé. Il y a plein de choses dans lesquelles on est programmé d'une certaine façon pour servir les intérêts d'autres, des gouvernements, des corporations. Qui fabriquent les produits. Exactement. Et pour moi, une des clés aussi presque de cette endoctrination, oui, c'est aussi l'approche de la sexualité et beaucoup de répression, et en même temps aussi le côté de la pornographie qui est un peu pour moi le pendant de la répression. Donc, est-ce que tu veux toucher un peu là-dessus aussi sur l'importance de s'éveiller et de se libérer au niveau de sa sexualité pour ensuite être dans son pouvoir dans la vie de tous les jours et j'imagine que tu seras d'accord avec moi qu'une fois quand on
prend ça en charge, ça permet aussi d'être plus libéré dans toutes les autres parties de sa vie. Absolument d'accord. Alors, je dirais que moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance parce que la première fois que j'ai fait l'amour, et j'en parle justement en long et en large dans ce livre, et en travers. Oui, à la rencontre de l'orgasme divin, eh bien, la première fois que j'ai fait l'amour, j'avais 17 ans et demi, j'étais vierge, évidemment, et eh bien, ce fut une révélation cosmique. Je suis devenue un corps de lumière. Alors, du coup, je me suis dit, ah, là, il y a vraiment quelque chose à découvrir. Je vais essayer de découvrir comment. Tiens, regarde l'oiseau là dans ma fontaine qui va prendre un bain. J'ai une fontaine avec des oiseaux qui viennent se baigner, surtout quand je suis là. Ben, il se régale. Ouais. Alors là, c'est le père. Avant, c'était les enfants. Donc, pour en revenir à nos oiseaux, tu as eu ta première expérience sexuelle. Ma première expérience sexuelle, je suis devenue un corps de lumière. Et donc, je me suis dit, quelle est la relation entre l'orgasme du corps et l'orgasme de l'esprit, qui en fait est l'extase. Et j'ai fait des recherches dans le monde entier pendant des années pour explorer les traditions de sexualité sacrée. Et j'ai découvert les réponses. Et j'ai été la première, c'est-à-dire que c'était dans les années 70. Personne n'avait entendu parler du mot tantra, personne ne connaissait aucune chose à ce sujet. Je suis la première qui est rentrée en Europe pour développer une méthode, parce que j'étais déjà formée en psychologie à la Sorbonne à Paris, et pour développer une méthode qui donne accès à monsieur et madame tout le monde à ces états expandus, répandus, ouverts de la conscience, qui fait que l'énergie vitale de l'orgasme est canalisée à travers nos centres énergétiques, pour ne pas dire nos chakras, qui sont en fait les centres énergétiques de notre système pranique, on peut dire. Non, de notre système. Oh là là, de changer de langue, c'est pas toujours facile. Et oui. De notre endocrinien. Ah oui. Okay? C'est-à-dire que, par exemple, ici, c'est le thymus, le thymus. Ici, c'est les glandes thyroïdes, etc., etc. Donc, toutes les glandes endocrines sont associées avec des chakras. Et toi, donc, ton travail, tu as... Alors, attends, je finis juste pour dire de prendre cette énergie puissante, ce prana, comme tu disais, puissant de l'orgasme, ce qui est une fréquence vibratoire très intense, particulière, et de la faire circuler à travers les centres énergétiques où la fréquence vibratoire change complètement de dimension. C'est-à-dire qu'en bas, c'est le tambour africain. Bon, après, on arrive à quelque chose de plus, le violon, un peu plus romantique, un peu plus doux. Et après, on arrive encore à la communication, les mots, la poésie, la créativité. Après, on arrive à l'expansion de l'énergie au-delà des frontières du corps. Et après, on arrive à l'ouverture du chakra couronne, qui est en fait, comme en prière, on peut dire, la connexion avec le tout. Alors, cette transmutation des énergies sexuelles vers une énergie d'extase, c'est quelque chose qui est notre spécialité dans l'école du Skydancing Tantra, que nous avons étudié, que nous enseignons depuis de nombreuses années avec beaucoup de succès, et qui permettent aux gens d'avoir accès à leur éveil spirituel, ce qui leur donne conscience de leur souveraineté, de leur indépendance et de leur capacité de pouvoir choisir leur vie comme ils l'entendent. Donc, pour moi, ça, c'est l'essence de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, ce qui se passe en ce moment, je dévie encore un peu du tantra, mais pas vraiment, ce qui se passe en ce moment, c'est capital. Parce qu'en fait, on se sent opprimé, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, en fait. Si on a fait un chemin spirituel, comme je l'ai fait, et qu'on a fait toutes sortes d'explorations, comme je l'ai fait, on s'aperçoit que ce qui nous est donné en ce moment, c'est une opportunité extraordinaire de nous éveiller. Parce qu'on ne peut pas vraiment éveiller notre conscience, éveiller notre esprit, éveiller notre âme, si on est pris dans le stress du boulot, le métro à 5 heures, si on est pris dans la compétition, si on est pris dans les soucis d'argent,
et si on est pris dans surtout les attachements. Or, c'est clair, le véritable éveil spirituel demande un énorme travail intérieur et la première des choses, c'est le détachement, le lâcher-prise. Et lorsqu'on arrive à accepter ça et qu'on arrive à comprendre que cette acceptation du détachement et du lâcher-prise va nous emmener vers un inconnu qui, si on s'ouvre à cela, va nous montrer une nouvelle voie et que cette nouvelle voie est beaucoup meilleure que ce qu'on peut s'imaginer. Voilà. Et dans cette nouvelle voie, il y a aussi encore deux attitudes, l'attitude masculine et l'attitude féminine. On revient au tantra, l'équilibre entre le yin et le yang. Pour moi, l'attitude masculine, c'est « je vais me battre ». Je descends dans la rue, j'attaque, je proteste. C'est excellent. C'est comme ça que les Danois, en tapant leurs casseroles sur les places de la ville, ont réussi à faire, au bout de 9 jours, que le gouvernement drop une loi complètement fasciste de contrôle de la population. Donc, je ne suis pas contre, ça marche. Mais il y a une autre voie que moi je préfère, qui est la voie yin, la voie féminine, et qui est, prenez l'image par exemple d'un ruisseau ou d'une rivière, et là il y a un gros rocher qui tombe au milieu. Que fait l'eau dans cette rivière? L'eau continue à couler, elle s'accommode de cette nouvelle forme, elle coule autour et elle continue son chemin. Si vous voulez, moi c'est un peu ma philosophie, et jusqu'à maintenant, c'est une philosophie qui a très bien marché pour moi. C'est la voie de la sagesse. C'est la voie de l'atermoiement, du tai chi, de la réponse aux énergies ambiantes par... qu'est-ce que les gouvernements vous racontent? Les gouvernements vous racontent une histoire, okay, pour influencer votre perception de la réalité. Très bien dit. À partir du moment où vous décidez que cette histoire-là ne vous convient pas et que vous percevez la réalité d'une autre manière que celle qu'on veut vous imposer par les médias qui sont tous tronqués et achetés par les moguls du média pour vendre X choses, à partir du moment où on choisit de choisir sa propre interprétation de la réalité, eh bien, on doit créer une histoire, on se crée une histoire et on doit faire en sorte, quand on est dans le flot des choses, de s'assurer que mon histoire que je crée, comment dirais-je, reflète suffisamment l'histoire du gouvernement dans lequel je me trouve, du pays dans lequel je réside, pour que ça soit acceptable. Et à partir du moment où je crée cette situation de partenariat sans imposition et que c'est acceptable, on me fout la paix. Voilà. Et c'est comme ça, moi, que j'ai pu vivre dans tous les pays du monde à différentes périodes, que j'ai pu travailler et enseigner dans au moins une vingtaine de pays, que j'ai même pu travailler avec un prince balinais qui ne savait pas un seul mot d'anglais, mais qui avait des problèmes, et j'ai pu lui donner des sessions sans savoir du tout la même langue que lui. Donc voilà, il faut toujours s'arranger, mais en tout cas, l'important, c'est de s'éveiller. Okay? Maintenant, j'ai la moitié de ma famille qui a été vaccinée, c'est des gens que j'adore. Eux, ils m'ont dit, voilà, on est convaincus, notre gouvernement nous dit, ils sont en Bulgarie, où il y a beaucoup de malades, notre gouvernement nous dit que c'est bon de se faire vacciner et nous, on y croit. Je les aime quand même. Je ne vais pas maintenant créer un camp de division, malheureusement, c'est ce qui se passe trop souvent. Division dans les familles, division entre les partenaires. Mon partenaire, parfois, eh bien, lui, il est complètement dans le camp des pro-vaccins. Je n'ai pas arrêté de l'aimer pour autant. Maintenant, j'ai parfois des visions qui un peu genre film d'horreur où on voit tout d'un coup des espèces de choses qui lui sortent des oreilles et des cornes qui lui sortent de la tête parce que le vaccin est en mutation et il se passe toutes sortes de choses imprévues. Les zombies. Et là, je me dis, quand je commence à fantasmer là-dessus, qu'il faut que j'écrive un autre livre de science-fiction, tu vois, basé sur ça. Voilà. Wow, merci pour cette réponse. C'est vrai qu'on est au milieu de cette évolution des consciences globales et le Covid est une grosse partie de la vie de tout le monde. Donc, c'est bien de pouvoir peut-être l'intégrer un petit peu et de donner du courage et de partager
ta perception d'un être beaucoup plus libéré. Et moi, je pense qu'on est tous ici sur la même page. Oui, et le tantra Oui, parce que fait partie de ça. J'ai une question aussi. Oui, mais juste On a plein de questions. sur celle d'avant, ça me ferait plaisir si tu pouvais aller un petit peu plus en profondeur sur comment travailler avec sa sexualité et se libérer au niveau de la sexualité nous donne ce pouvoir. Mais tu sais, c'est difficile, hein, parce que d'abord, ça dépend de la première expérience sexuelle qu'on a eue. Si on a eu une mauvaise expérience, on traîne, si tu veux, ce traumatisme pendant longtemps. Donc, il faut faire un travail sur soi, que ce soit thérapeutique. Moi, j'ai fait un travail thérapeutique mais pendant des années, alors que je n'ai même pas été abusée. J'ai eu cette chance d'avoir une sexualité saine avec un père qui était hypersexuel. Et bon, bah, pas sur moi en tout cas. Mais donc, je dis, pour avoir une sexualité libérée, d'abord, il faut le vouloir. Okay? Et ça, c'est déjà quelque chose. Ensuite, il faut chercher. Où est-ce que je vais trouver les réponses? Okay? Il y en a mille et une autour de nous. Lesquelles va-t-on adopter? Des bonnes et des moins bonnes. Ouais, exactement. Quelle perception va-t-on adopter? Ensuite, il faut se confronter à la personne vers qui on a une attirance et il faut pouvoir ajuster le tir entre les deux personnes, ce qui n'est pas toujours facile, et trouver une personne avec qui ça coule bien. Et en ce qui concerne le tantra, moi, j'ai couvert la question de A jusqu'à Z. Il va falloir lire tes livres, hein, Margot. Non, mais c'est-à-dire que j'ai créé une école et dans cette école, la première étape commence à la base de tout. C'est-à-dire quand on achète une maison, quand on entre dans une nouvelle maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par nettoyer la cave, nettoyer le basement. Okay? Donc nous, dans notre formation, qui s'appelle la formation à l'amour et à l'extase, on nettoie la cave, on nettoie le basement, c'est-à-dire qu'on va voir qu'est-ce qu'il faut faire comme guérison sexuelle de traumatisme éventuel, de difficultés éventuelles dans la manière dont on vit notre sexualité. C'est ça qu'on travaille. Mais on le travaille d'une manière sacrée, c'est-à-dire en faisant des rituels, en apprenant à se respecter les uns les autres et en étant dans un environnement hyper sécurisé avec des thérapeutes qui sont très bien formés et qui ont beaucoup de respect pour les personnes avec qui ils travaillent. Donc ça, c'est la première semaine. La deuxième, c'est développer la réponse multi-orgasmique. Et là, j'ai inventé une manière assez géniale, l'art de se relaxer dans des états intenses d'excitation en dehors de la pénétration sexuelle. Donc, nous pouvons modéliser ce qui se passe dans la réponse orgasmique sans avoir affaire à un échange sexuel, parce que chez nous, au Skydancing Tantra, on ne fait pas ça dans la salle de groupe. Par contre, on prépare les gens et s'ils veulent après, quand ils sortent de la soirée, de l'après-midi, prendre un rendez-vous doux pour aller passer la nuit ensemble, eh bien, on leur envoie toutes nos bénédictions. Faire ses devoirs. On leur donne des condoms, on leur donne des lubrifiants et qu'ils se démerdent. C'est-à-dire qu'ils soient en position de pouvoir mettre en pratique, dans leur volonté libre, de le faire ou de ne pas le faire, ce qu'on a enseigné dans la journée. Et voilà, donc ça, c'est ça qui se passe. Maintenant, je ne suis pas en France depuis presque un an, je vis à Bali, et je m'aperçois qu'en fait, ce dont je parle n'a même pas lieu, puisque les groupes n'ont pas lieu. Donc, certainement qu'ils vont devoir ajuster leur tir par rapport à tout ça. Mais enfin, la formation qui est d'ailleurs décrite dans ce livre-là, L'art de l'extase sexuelle, c'est le manuel pour la formation dont je parle, nous emmène aussi ensuite au troisième cycle qui est la vague de l'extase dont tu parlais et qui est une manière de vivre concrètement en soi une des choses principales de l'enseignement du tantra classique qui est le mariage entre Shakti, qui est la déesse qui représente l'énergie pure, et Shiva, qui est le dieu qui représente la conscience pure dans la tradition hindoue. Et donc, c'est un mariage entre l'énergie et la conscience et qui permet aux partenaires de transcender le corps physique
pour entrer dans un état d'extase ensemble où ils ont l'impression de voguer dans l'univers. Et cette pratique qui s'appelle la vague, on l'a développée en 7 étapes et on l'enseigne dans le 3e cycle de cette formation. Mais ça, c'est quand même extraordinaire parce qu'on vit dans des sociétés où il y a énormément de tabous dans nos familles par rapport à la religion. Il y a beaucoup de traumatisme, de honte de montrer, d'assumer notre nudité, que le voisin, le pervers ou l'oncle dans la famille. Donc, il y a beaucoup de traumatisme autour de la sexualité. Toi, tu proposes la polarité, complètement l'opposé en fait de ce que la plupart d'entre nous connaissent, c'est-à-dire de se réconcilier avec l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, et de l'utiliser à travers toutes sortes d'exercices et de techniques pour la faire circuler donc dans différentes parties du corps, dans différents chakras, et éveiller notre conscience. Donc c'est un travail bien sûr qui prend des années. Souvent quand les gens parlent tantra, ils pensent à Osho, qui est un des plus grands noms out there. Toi, bien sûr, tu as été une des femmes exclusives dans la vie de Osho. Tu as eu beaucoup, pas beaucoup, mais tu as eu 2 ou 3 maîtres avant de te mettre à ton propre compte. Et Osho était bien sûr l'un d'entre eux. Alors, je voulais savoir vite fait, si tu veux partager 1 ou 2 expériences vraiment vivantes ou des expériences qui t'ont transformé, toi, aux côtés de Osho, par exemple. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et aussi, je voulais savoir quelle est ta définition de la polarité, parce que c'est 2 questions différentes, en fait. Mais la polarité et le tantra, ça a beaucoup à voir. Alors, je ne sais pas si dans ta réponse, tu peux emmener une petite pièce Alors, dans quand les tu dis 2 sens. polarité, tu veux dire l'harmonisation entre le yin et le yang? Voilà. C'est ça. Là, donc, l'homme et la femme. C'est 2 questions très différentes. C'est 2 questions différentes. Alors, on va commencer avec Osho, peut-être. Mais parce qu'on a tellement peu de temps et puis on a tellement à te demander aujourd'hui. Donc, on pourra faire ça en 2 temps. Tu feras la moitié une fois et l'autre moitié une autre fois. Ah, bon, mais ça, c'est l'approche de la rivière, vous voyez. Ce soir, je dois enseigner un cours sur Internet pour mon école, toutes les écoles, en fait, de Skydancing Tantra en Amérique, en Allemagne, en France, en Suisse. Il y a un programme qui s'appelle l'immersion dans le Skydancing Tantra, dont le but principal, et je reviens à ta question, dont le but principal est de pouvoir avoir tout le soutien dont on a besoin pour pouvoir intégrer le tantra, la méditation et l'éveil dans notre vie quotidienne, avec l'aide de quelque chose comme 19 ou 20 ou 40, je ne sais plus, enseignants du Skydancing à travers le monde, qui viennent chacun donner un enseignement d'1h30, dont moi, que je fais mon tour ce soir. Et je trouve ça génial. Alors, on y reviendra. Super. Pour le moment, Osho. Mais écoutez, voilà, j'en parle aussi dans ce livre. J'ai 2 chapitres sur comment Osho a été un maître absolument extraordinaire dans l'art de me guérir de mon cœur brisé après mon divorce de mon premier mari. Juste pour les gens qui nous écoutent, le livre, c'était celui À la rencontre de l'orgasme divin. À la rencontre de l'orgasme divin. C'est un titre un peu bizarre, mais enfin bon. Mon titre en anglais, j'ai écrit en anglais, et c'est moi-même qui l'ai traduit avec l'aide de quelqu'un, c'était Love, Sex and Awakening. L'amour, le sexe et l'éveil. Je préfère ça maintenant. Fred Daniel, que j'adore d'ailleurs, mon publisher français, ils ont fait une rencontre au sommet pour décider s'ils allaient adopter ce titre ou un autre, et ils ont choisi celui-ci. C'était un peu trop olé olé. Peut-être. Ça faisait moi, peur. je suis olé olé. Ah, mais toi, La tu le vie vis, tu est le une vie respires. olé olé. Et c'est une vie gaie, c'est une vie joyeuse. Mais c'est vrai. Bon, alors Osho, eh bien, c'est vrai que avant de rencontrer Osho, j'étais avec Oscar Ichazo, qui a fondé une école qui s'appelle Arika, qui était à New York et qui s'est répandue un peu partout, et qui était inspirée de beaucoup d'approches mystiques, dont le soufisme en particulier. Bon. Et puis au bout de 4 ans, j'ai décidé de me divorcer de mon mari. À ce moment-là, on vivait à Paris. Et moi, je voulais aller explorer le mysticisme en Inde et lui, il ne voulait rien entendre de tout ça. Il voulait rester à Paris. Il pensait que tous les mystiques, c'était des charlatans. Donc, nous n'étions pas d'accord. Et bon,
Le Vous mariage, étiez tous les deux déterminés à poursuivre. voilà, le mariage bourgeois, ça va. J'avais vécu pas mal d'années là-dedans. Donc voilà. Donc on s'est séparés. Je suis partie en Inde. Et c'est en cours de route que je me suis rendu compte que cet homme m'aimait vraiment et que j'étais peut-être passée à côté d'une réalisation, d'un amour, d'une dévotion que je n'avais pas su apprécier à son juste titre. Et donc, je suis arrivée en face d'Osho, le cœur brisé, en lui disant « Osho, est-ce que tu peux me guérir? J'ai très mal dans mon cœur, etc. » Alors, Osho m'a fait un examen énergétique pour me dire après que, en fait, tout allait bien parce que mon énergie, mon centre n'était pas abîmé, que j'étais toujours entière en moi-même et que je devais aller faire un groupe de méditation Vipassana. Ah. Bon, alors, ce groupe, je parle dans les détails, je ne vais pas vous les raconter là, c'était un groupe épique et tout à fait inattendu, ce qui s'est passé dans ce groupe. Pour résumer, j'ai passé mon temps assis sur le coussin à tuer mon mari ou mon ex-mari, à me venger, à visualiser des scénarios de soap opera où on versait de l'essence sur la tête et on allumait. Enfin, bon. Finalement, toute ta colère, toute ta douleur, voilà, en fait, tu l'exprimais, quoi. Voilà, alors j'étais voir le teacher qui enseignait ça. J'ai dit, mais ça ne va pas du tout. Moi, je pensais venir méditer dans la paix et je deviens une criminelle virtuelle. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors, elle a rigolé. Elle m'a dit, mais tu sais, la psyché, l'esprit réagit de la même manière que le corps. C'est-à-dire, quand tu as une infection, une coupure, tu as le pus qui sort et quelque part, c'est bien parce que tu dégages ton infection et c'est comme ça que ça guérit. Et l'esprit, c'est la même chose. Là, tu es en train de guérir ton esprit de toutes les charges émotionnelles, énergétiques. Alors, laisse faire. Observe et laisse faire. Voilà. Bon, au bout de 5 jours, j'en avais vraiment marre. Alors, j'ai écrit à Osho et je lui ai demandé de l'aide. Et le lendemain, miracle, je m'assois sur mon coussin. C'était la paix. Il n'y avait plus de projection. Il n'y avait plus de soap opera. Tout marchait bien. Bon. Et je suis sortie de là avec une réalisation très importante qui m'est restée toute ma vie, qui est, en tant que femme, et ça s'applique à nous toutes, je pense, en tant que femme, je suis un être humain qui est libre, qu'elle est ou qu'il est, un partenaire dans sa vie ou non. C'est-à-dire que ma liberté et ma joie de vivre ne dépendent pas, ne devaient pas dépendre du fait que j'avais un partenaire. Or, à l'époque, qui était dans les années 70, si une femme n'avait pas un partenaire, elle ne se faisait pas inviter, elle n'était pas socialement très prisée, elle était pas... Elle était jugée. On avait besoin d'un homme, sans ça, on était une moins que rien. J'exagère un peu, mais pas tout à fait. Mais c'est encore vrai aujourd'hui dans beaucoup de pays, malheureusement. Oui, bon, je ne sais pas. En tout cas, ça ne me concerne plus. Ben, très bien. Bon, alors je suis sortie de là et Osho m'avait dit, quand tu auras fini cette méditation, tu viendras me voir. Ok, alors là, c'était une chose que je n'oublierai jamais, d'ailleurs, elle est toujours avec moi, le don qu'il m'a donné. Alors j'arrive dans la salle, c'était à l'époque des 70, donc il n'y avait pas tellement de monde, il devait y avoir une quarantaine d'Allemands, très solennels, Très allemand. très sérieux. Bon. Et on appelle mon nom, je vais m'asseoir en face de lui, je le regarde, j'avais rien à lui dire sinon merci. Donc je fais un namasté et du plus profond de mon cœur, je le remercie, je lui souris, il me sourit. Et puis il met son doigt sur mon troisième œil, ce qu'il faisait toujours en guise de bénédiction. Et là, je sens comme une espèce de tremblement de terre qui se développe en dessous de mon coccyx. Ah bon, c'était quoi ça? Et je m'aperçois que ce tremblement de terre, c'était un énorme rire qui commençait à monter en moi, qui était irrépressible, qui devenait de plus en plus fort, jusqu'au moment où je me suis roulée par terre de rire. J'arrivais plus à me tenir. Et Osho qui rigolait dans sa barbe. Voilà. Alors ça, c'était mon échange avec Osho. Il m'a transmis le rire. Je l'ai lu dans ton livre d'ailleurs, je crois que chaque jour à la même heure. Ah bah attends, me casse pas mon Je ne histoire. vais pas casser. Donc, alors, il me transmet ça. Je sors épuisée de la soirée en me disant, ben, ça, c'était vraiment pas mal, parce que quand on rit, ce qui se passe, c'est qu'on prend une certaine distance par rapport à soi-même et par rapport à l'objet du rire. Là, il n'y en avait pas. Je pars chez moi et je m'aperçois d'une chose extraordinaire, c'est que tous les soirs, à 7 heures du soir, la même heure, où que je sois et quoi que je fasse, le rire se manifeste.
Alors, j'étais dans un restaurant avec un ami ou une amie en train de manger. Le rire éclate, toute la nourriture s'en va dans tous les sens. Ensuite, je marche dans la rue, le rire éclate. Heureusement, j'avais des Kleenex pour entériner les larmes du rire. Et puis, etc. quoi. Voilà. Et ça a duré, tenez-vous bien, 1 mois. Oh mon Dieu. 1 mois, tous les soirs à 7 heures, le rire éclatait. Alors, le fou rire ça, en plus. le fou rire. Oh, alors, imaginez un peu ce que ça peut faire, parce que à ce moment-là, on ne peut plus, quoi qu'il arrive, se prendre au sérieux. On a, en quelque sorte, emmagasiné le rire dans ses cellules, une bonne fois pour toutes. Et il m'arrive souvent, quand je fais un travail à l'injectite actuellement, avec un ami commun, de me mettre à éclater de rire au moment où une de mes jointures se libère, ou un yoga asana me permet d'aller plus loin que la veille, ou je ne sais pas, enfin, le rire est là. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est une histoire absolument merveilleuse pour laquelle je lui suis infiniment reconnaissant. Wow. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de maîtres dans ma vie. Je suis une femme curieuse. J'ai été initiée auprès de Jésus, les maîtres chrétiens. J'ai été initiée auprès de maîtres soufis et l'islam. J'ai été initiée auprès de maîtres du yoga, Satchidananda. J'ai reçu des noms, j'ai reçu des transmissions. Mais je peux dire que celui qui pour moi a été le plus fort et le reste, c'est Osho. Voilà. Donc, il est avec moi et je le porte dans mon cœur. Et voilà la réponse à ta question. Alors, attends, à un moment, il m'a dit que je devais animer les groupes de tantra de son ashram. Et il a mis à ma disposition un laboratoire d'exploration tantrique. Il aussi me guidait dans mon échange avec mon boyfriend, avec qui je vivais, des pratiques à faire. Et donc, ce fut un temps qui m'a beaucoup appris. Dans ton développement personnel, en fait. Qui m'a donné beaucoup de confiance. Ouais. Et... Puisqu'il te forçait en dehors de ta zone de confort tout le temps, en fait, cet homme. Pas tout le temps, mais souvent. Souvent. Ouais. Mais c'est ce que font les maîtres. Les vrais maîtres poussent l'enveloppe. On dit toujours en Inde que le vrai maître, c'est la petite mort. En France, on dit que c'est l'orgasme. En Inde, on dit que c'est le maître. Ah, mais donc voilà, c'était le cadeau qu'il m'a donné. Extraordinaire. Sans rentrer dans les détails, mais on en avait parlé un petit peu ensemble. Il y a aussi pas mal de rumeurs sur Osho qui, quand on en avait parlé, sont pas forcément justifiées. Il y a pas mal d'histoires autour de la mauvaise réputation qu'on a donnée à Osho, qui a peut-être un peu un agenda derrière aussi. Oui, ben, moi je pense qu'il y a eu des gens qui ont été plantés dans l'ashram d'Osho pour le séduire lui et pour avoir une action économico-politique pour disperser son influence dans le monde. Je pense que c'est encore le cas. Et voilà, donc on a cherché à l'empoisonner, on l'a empoisonné, on a cherché à le maltraiter de toutes sortes de manières. Et en tout cas, lui, par contre, il a poussé les boutons de la culture ambiante en se faisant donner un nombre incalculable de Rolls-Royce, en les faisant peindre par ses disciples de couleurs psychédéliques complètement folles, et en se faisant donner un grand nombre de montres en diamant, sans que personne ne se rende compte que tout ça, ça faisait partie de sa fondation, et ça ne lui appartenait pas personnellement. Donc, c'était des jouets pour lui. C'était parce qu'il avait envie de jouer et il avait envie de pousser les boutons de la culture du monde en disant, vous voyez, choquez-vous, mais au moins on parlera de moi. Ouais. Vous allez, d'ailleurs, tous les maîtres zen sont très connus pour ça. Ils arrivent avec un bâton, ils vous tapent sur le crâne et on dit même que certains ont même été jusqu'à jeter leur disciple par la fenêtre et que c'est au moment de tomber que le disciple s'est éveillé. Tu vois, donc... il appartenait à la tradition de crazy wisdom, c'est-à-dire la folle sagesse, qui est choquer la personne pour qu'elle s'éveille. C'est-à-dire aller à l'encontre de ses croyances et de son confort pour qu'elle examine plus profondément sa perspective, son opinion et sa position. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu cette question de polarité, j'ai l'impression, où quand les gens ont des croyances de ce côté-là
et que toi, tu arrives en phase 2 et que tu représentes complètement l'opposé de toutes ces croyances qui sont vraiment profondes, profondément ancrées. Donc, il y a des gens qui pensent que la sexualité, c'est mal. Si tu as plus de 1 ou 2 hommes ou partenaires dans ta vie, tu es une prostituée, enfin, dans les 2 cas, pour les hommes, pour les femmes. Donc, il y a des gens qui sont très, très conservateurs avec leur sexualité. Et puis, il y a des gens qui sont complètement libérés. Et ça crée en fait beaucoup de polarité, beaucoup de charges, parce que les gens sont attachés à leurs croyances, ils sont coincés dans leurs identités. Et de voir cette possibilité devant eux, enfin, c'est terrible en fait. Mais ça crée des activations énergétiques, ça crée des ouvertures de pensée. Oui, tout à fait. Donc c'est ça un petit peu qui se passe avec, dans le tantra, vous utilisez beaucoup la polarité avec... Dans le tantra, on dit que en ce qui concerne le rapport entre l'homme et la femme, parce qu'on travaille ici dans le Skydancing sans aucun préjugé ni a priori sur les genres. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec des personnes qui étaient des lesbiennes, on a travaillé avec des personnes qui étaient des gays. Moi, j'ai absolument aucun jugement. Mes meilleurs amis sont des personnes gays. Voilà. Donc, tout ça, je trouve ça un peu idiot de placer comme ça des étiquettes sur les gens. Donc, mais je parle en général de questions hétérosexuelles, ayant été moi-même et étant hétérosexuelle principalement, bien que j'ai été parfois avec des femmes, mais ma préférence est quand même hétérosexuelle. Donc, je m'adresse à ça. Et comme la majorité, encore maintenant, je pense, est hétérosexuelle, voilà. Donc, je ne peux pas, parler pour battre tous les terrains. Et donc, je parle de ce que je connais. Alors, je dis dans mon livre « L'art de l'extase au quotidien » qu'il y a 2 possibilités pour la femme et pour l'homme. La première, c'est que la femme éveillée a en elle un homme intérieur qui existe, qui est fort, qui lui offre une protection, une verticalité et une capacité de décider par elle-même, de se défendre lorsqu'elle en a besoin et de ne pas accepter les idioties et les manipulations de ceux qui l'entourent, si tant est qu'il y en ait. Ce n'est pas toujours le cas. Mais une femme qui n'a pas son homme intérieur éveillé, eh bien, c'est une femme qui sera fragile. C'est-à-dire qu'elle cherchera toujours une opinion à l'extérieur d'elle-même pour être confortée et confirmée dans une opinion dont elle doute, puisqu'elle doute d'elle-même. C'est une femme qui sera facilement décentrée, voyons même presque hystérique, parce qu'elle sera overwhelmed, elle sera débordée, dépassée par les situations qu'elle traverse, et elle ne sera pas alignée. Donc, ça, ce sera une femme qui ira aussi chercher la protection d'un homme à l'extérieur d'elle-même et qui ne se sentira pas complète à moins d'avoir un partenaire qui la protège. Alors, ça, c'est évidemment assez risqué. Ça marche parfois. Si on a de la chance, ça peut marcher toute une vie. Il y a des personnes pour lesquelles c'est parfaitement juste de vivre comme ça. Et puis, il y en a d'autres où c'est un modèle qui ne correspond pas. Mais en tout cas, l'homme, par contre, qui a une femme intérieure éveillée, c'est un homme qui saura être yin dans son yang. C'est-à-dire, c'est un homme yin voulant dire le côté réceptif, yang voulant dire le côté actif. Le côté réceptif, c'est la patience, l'observation, la joie d'être plutôt que d'être juste dans le faire, une estime de soi qui ne dépend pas juste de ce qu'on fait dans la vie, mais aussi de qui on est, et la capacité de pouvoir écouter, d'avoir une écoute, une présence vis-à-vis de la femme et des autres. Alors, ça, c'est un homme qui peut être à l'aise dans cette polarité-là en lui, aussi bien que dans la polarité mâle qui est la polarité de celui qui accomplit, de celui qui fait, de doer, et celui qui prend les initiatives, celui qui guide la situation, celui qui est le père pour ses enfants, celui qui va dans le monde et qui conquiert le monde et qui gagne la vie de la famille, etc. Donc ça demande beaucoup de force. Mais celui qui a juste cette force et qui n'a pas la douceur de la femme intérieure éveillée,
termine malheureusement dans le créneau, souvent en tout cas, du macho. C'est-à-dire un homme qui cherche à obtenir la présence du féminin en dehors de lui-même, parce que le féminin, la féminine n'existe pas en lui, il ne la trouve pas, il ne la sent pas, donc il lui faut posséder une femme. Pour moi, le plus bel exemple, c'est l'exemple des attitudes, je ne voudrais pas généraliser, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais disons que de ce qu'on voit dans les pays arabes, c'est quand même une espèce de domination très machiste, très masculine de la femme. Voilée, en noir, les droits très diminués, devant toujours être accompagnée d'un homme. Enfin, bon, j'en dirais pas trop parce que sans ça, je vais être embêté. Et c'est vrai qu'il y a des hommes musulmans absolument géniaux. Mais bien sûr, je les ai rencontrés. si on est dans l'amour, et puis ça, on le voit dans beaucoup de cultures, chez les Espagnols, chez les Italiens, dans beaucoup Tu sais qu'il y a eu un livre dans la tradition islamique, un livre comme le Kama Sutra, mais des Arabes, qui s'appelle Le Jardin secret. D'Esmeralda. Je n'ai jamais lu cet ouvrage, mais... Et oui. C'était, voilà, bon, alors pour finir mon histoire, donc c'était, pardon, l'homme qui n'a pas la femme intérieure éveillée va chercher à contrôler, dominer, posséder une femme à l'extérieur qui lui appartient et qui doit donc se conduire d'une certaine manière, n'être qu'avec lui, ne pas faire l'amour avec qui que ce soit d'autre, ou elle sera fortement punie, etc. Donc, cet homme-là aura besoin, pour être à l'aise, de toujours être en contrôle de tout. Et aura beaucoup de mal à lâcher prise. Et voilà. Donc, si tu veux, il y a l'homme avec la femme intérieure éveillée, qui est patient, ouvert et acceptant l'autre. Et puis, l'homme avec la femme intérieure endormie, qu'il n'a pas, et qui veut prendre une femme à l'extérieur qu'il veut posséder. L'objectification, voilà. La jalousie, voilà. La force, la colère. Voilà. Et donc, et la même chose du côté des femmes. Et donc, puisqu'on parlait de polarisation, eh bien, c'est ça qui est délicat. C'est comment est-ce que, et c'est ce qu'on fait dans ma formation aussi, la formation à l'extase et à l'amour, on a tous des jours et des jours où on prend conscience du fait de chaque moment dans la journée et on se dit, est-ce que c'est ma femme intérieure qui décide? Est-ce que c'est la femme en moi qui prend cette décision? Ou est-ce que c'est l'homme intérieur? Et c'est très intéressant de pouvoir vraiment prendre conscience de ça. Et quand on est dans une relation, c'est la meilleure chose à maîtriser. Pourquoi? Parce que dans une relation amoureuse, si les deux partenaires sont en même temps dans leur yang, c'est-à-dire la femme dans son homme intérieur qui décide, qui veut décider, et l'homme dans son homme sans femme intérieure qui veut aussi décider, les deux yang sont comme les boucs qui se tapent dessus. Oh là, ça pète. Tous les deux veulent décider et ça ne marche pas. C'est un peu d'artifice. Et s'ils sont tous les deux dans leur yin, c'est-à-dire dans leur côté réceptif, eh bien, ça ne marche pas non plus parce qu'il n'y a pas de spark, il n'y a pas d'étincelle pour allumer le moteur. Et donc, chacun attend que l'autre prenne l'initiative. Doumi, 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 et il ne se passe rien. Tu veux dîner où ce soir? Oh, je ne sais pas, et toi? Oh, oui, c'est je toi sais qui pas décides. trop. Voilà. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Mais on en rigole parce qu'il faut rester léger aussi sur notre nature humaine. En tout cas, je sais qu'Alex, tu as d'autres questions. Je sens que peut-être tu veux... Bon, vas-y, là j'en ai pas une. Tu n'en as pas une en particulier? Ok. En tout cas, déjà, ça crée pas mal de contexte en peut-être 40 minutes, 45 minutes. Si j'en ai une, si tu n'en as pas. Ah. Ouais. Quand tu parlais justement d'un homme qui va vouloir contrôler sa femme et pas vouloir qu'elle ait d'expérience sexuelle avec d'autres hommes, par exemple. Bon, c'est vrai qu'il y a une... Moi, j'aime bien quand je fais ces interviews poser des questions. Pour moi aussi, c'est vrai que je me pose des questions sur est-ce que j'ai envie d'être plutôt dans quelque chose qui est de la monogamie ou de la polyamorie. Est-ce qu'il y a une vue, tu as vu, ou une vue sur le tantra sur une approche plus alignée en général? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui aligne le plus pour toi, que tu as trouvé? Ok, bon, c'est ça que je préfère, c'est d'avoir quelqu'un qui a des relations sexuelles qu'avec moi, par exemple. Et je pose cette question aussi, moi, quand je me pose la question, qu'est-ce que je veux pour moi aussi d'un point de vue énergétique?
je sais, enfin, je pense que tu seras d'accord, quand on a un acte sexuel avec une autre personne, on échange de l'énergie. Et donc, si par exemple tu as un partenaire mâle qui va voir une autre femme, tu peux avoir cette énergie aussi qui rentre. Donc, c'est quoi ta vision sur avoir d'autres partenaires? Quelle est la recette idéale en fait? Mais il n'y a pas de recette. Ah oui, Il n'y a pas de recette. pour ça que je dis ton point de vue. Tout dépend de l'éveil d'une personne. Quand on est conscient, tout peut se produire. Et quand on est endormi, rien ne peut se produire. Bravo, tout est dit. Voilà. Je crois que tout est dit. Vous disiez, en fait, c'est pas avoir d'idéal spécialement. Non, alors voilà. Moi, qui je est dis présent dans le moment. que quand on entre dans la vie, qu'on est adolescent et qu'on commence son chemin, il faut tout essayer. Faire l'amour, souvent avec beaucoup de gens, le plus possible. Alors, c'est plus difficile maintenant avec tout ce qui se passe. Mais je dois dire que je suis heureuse d'avoir vécu dans une période où on était vraiment dans la liberté, beaucoup plus. Donc voilà, moi je dis, il faut être libre, il faut tout essayer parce que c'est à travers ces expériences qu'on se connaît, qu'on connaît ce qu'on aime, qu'on connaît ce qu'on veut. Notre vérité, pas celle de nos parents, Voilà. pas celle de notre Voilà. culture. Voilà. Et puis après, à partir du moment où on décide de fonder une famille, je pense qu'il faut rester monogame pour le bien-être de l'amour entre les parents et pour le bien-être des enfants, de créer une stabilité, une famille qui se développe d'une manière harmonieuse. Et lorsqu'on fait un engagement vers la monogamie, eh bien, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup de divergences à ce point-là, parce que les hommes et les femmes ne sont pas wired, comment est-ce qu'on dit en français? Branchés. Ils ne sont pas branchés de la même manière. L'homme a un pénis qui, lorsqu'il rentre en érection, a envie d'aller visiter le plus de jardins possible. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Plus jeunes ils sont, plus c'est le cas. Okay? Fougueux. Bon, et pourquoi? Parce que le méridien du cœur chez l'homme, peut-être vous ne le saviez pas, se termine au bout de son pénis. Donc l'homme ouvre son cœur à partir du moment où son vajra, le nom noble qu'on donne chez nous, quand son vajra, donc son pénis, arrive dans le jardin féminin, là, son cœur s'ouvre, il est content. Par contre, elle, la femme, c'est le contraire. Elle est branchée pour avoir besoin de chercher un protecteur qui sera focalisé sur elle parce qu'elle veut faire des enfants et qu'une fois qu'elle aura été fécondée et qu'elle voudra développer un nid, elle aura besoin d'un protecteur. Donc, elle cherche d'emblée un homme qui va pouvoir se focaliser sur elle, la protéger, l'aider, l'aimer, être présent voilà. et pas se disperser auprès de 36 000 chaque type. Donc, la femme veut ça et l'homme veut ça. Alors, ça, c'est le branchage, disons, de mating reflex, le réflexe comment, mating reflex. De s'accoupler. Voilà, le réflexe de l'accouplement à ça comme, ouais, à ça comme mécanisme de base, hein, biologiquement parlant. Okay. Maintenant, les populations et les cultures réagissent de manière très différente. Les Américains veulent toujours que les couples soient démocratiques, c'est-à-dire, quoi qu'il en soit, se disent toujours la vérité. Les Français sont beaucoup plus dans le côté des renards et des furets. ils ont inclus dans leur culture et dans laquelle j'ai grandi et où j'ai vu ça et vécu ça dans ma famille même, le fait que tant que le mari est un bon mari, que le père est un bon père, qu'il ramène l'oseille à la maison et qu'il est présent pour sa famille, c'est tout ce qu'on lui demande. Maintenant, s'il a envie de 5 à 7 d'aller vite faire un petit tour chez sa maîtresse, de prendre son pied pour revenir à la maison encore de meilleure humeur, pour que tout le monde puisse en profiter, nous, les Français, en tout cas beaucoup d'entre nous, en tout cas la culture dans laquelle j'ai grandi, on s'en fout pas mal. Vous le tolérez. Oui, non seulement on le tolère, mais j'irai même plus loin. Même plus loin. Il y a un best-seller en Amérique, à Paris, qui a été publié, dont je ne me souviens malheureusement plus du titre là tout de suite, qui était deux journalistes qui ont interviewé
une majorité des hommes d'État français, dont Giscard d'Estaing, dont M. Chirac, sur leur vie amoureuse. Ah ouais, carrément. Avait-il eu des femmes uniques, avait-il eu monogame, avait-il été polygame, etc. Eh bien, ces hommes-là se sont parfaitement révélés en toute candeur, et c'est là où j'ai compris la culture dans laquelle j'avais grandi, parce que mon père en faisait partie. Donc, moi, j'ai été dans ma vie à des moments où j'ai effectivement raconté des mensonges blancs, mais c'était des bons mensonges parce que c'était pour sauver la personne avec qui je me trouvais, que j'étais en train de guérir d'une impotence qu'il avait avant que je le connaisse et qui ne voulait pas dire parce que j'étais avec lui et parce qu'il était en train de traverser un moment d'impotence que moi, j'allais me sacrifier et ne pas vivre une sexualité épanouie. Donc, j'allais rendre visite à mon amant de 5 à 7 et je rentrais à la maison avec toutes les bonnes histoires que mon amant m'avait racontées. C'était un écrivain génial. Et donc, je rentrais à la maison, je le nourrissais de toutes ces histoires, de ma bonne humeur, ayant vécu moult orgasmes joyeux, et il était tout content. Et à la fin du compte, il s'est guéri, et j'étais là pour lui. Et si je lui avais dit, bon, écoute, tu ne peux pas livrer l'affaire, donc je vais aller voir ailleurs, il n'aurait jamais guéri. Ça aurait encore augmenté son impotence. Donc, voilà un exemple, je trouve, où on a lieu d'arranger l'histoire pour que ça fasse l'affaire de tout le monde. Voilà, ça c'est quand ton cœur est ouvert, quand ton intention est comme ça, bonne. Parce qu'après, c'est vrai qu'en général, les gens, on ment parce qu'on est dans la honte, on est dans la culpabilité, on n'assume pas nos actions. Voilà. Donc, on est compulsif, on fait des choses qu'on regrette, on se dit, merde, là, je viens d'aller voir cette femme et je vais mettre tout mon mariage en péril ou j'en sais rien. Donc, est-ce que, vite fait, on peut parler un petit peu de la compulsion et comment, est-ce que tu as un petit peu un guide, enfin, tu en as plein des guides, mais un guide rapide pour les gens qui sont compulsifs et qui voudraient s'établir un petit peu plus dans la conscience présente. Comment un petit peu on peut les guider avec des outils pratiques? Non, mais il y a deux sortes de compulsivité. Il y a celle qui vient d'une carence je cherche le mot là, attends. Les transferts synaptiques entre le cerveau, le système nerveux, dans le cerveau, si tu veux, les messages qui sont transférés sont disturbed, sont dérangés, ne sont pas complètement réalisés. Et il arrive à ce moment-là que des personnes deviennent déviantes sexuellement. Okay? Et une de ces déviances est une certaine compulsivité dont faisait partie Jeffrey Epstein, qui, quand on se renseigne sur son histoire, devait avoir au moins, au minimum, 3 femmes par jour. Et sans ça, il n'était pas satisfait. Il en fallait toujours plus. Donc, il était un compulsif, mais alors grave. Des femmes jeunes, si possible. Oui, très jeunes. Très jeunes. Bon, et donc, cette compulsivité-là nous met dans un état qui est très premier chakra, c'est-à-dire l'état, le chakra de la base animal, des organes sexuels, qui est lorsqu'on fait l'amour en éjaculant tout le temps, on en arrive au point qu'on pourrait comparer ça un peu à ceux qui mangent des cacahuètes. Parce que plus on mange de cacahuètes, plus on en veut manger, tellement c'est bon. Et là, plus on fait l'amour et on éjacule, plus on a envie de recommencer. Pourquoi? Parce que la durée de ce moment orgasmique de plaisir est très courte. Et donc, on veut recommencer encore et encore et encore. Mais le sexe est une drogue, Margot, de toute façon. Non, pas seulement. Quand on devient conscient et qu'on comprend la réalité de l'orgasme, ce que j'enseigne dans les plus grands détails, on pourrait faire une émission juste là-dessus, dans mes cours, eh bien, l'orgasme, il y a autant d'orgasmes qu'il y a des étoiles dans le ciel. Okay? Donc, quand on fait monter la vibration orgasmique au niveau du plexus solaire, où on va totalement dans son excitation, c'est une chose. Quand on la fait monter dans le cœur, où on vit l'orgasme comme quelque chose de plus doux, où on est fusionné l'un avec l'autre, où on est dans la compassion, la passion avec,
et où on sait s'aimer et se reconnaître, disons qu'on en est arrivé au violon, comme je disais tout à l'heure, et puis quand on continue à monter, on arrive dans un endroit où l'orgasme de l'esprit, c'est-à-dire l'état d'extase, est tellement infiniment agréable que c'est comme si l'orgasme sexuel était un pauvre parent de l'orgasme de l'esprit. Or ça, c'est quelque chose que moi aussi, j'ai enseigné et nous enseignons dans les écoles du Skydancing Tantra. Et c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Donc, la première chose pour répondre à toutes ces choses dont tu parles, c'est la volonté de vouloir changer des comportements, qu'ils soient culturels, personnels, familiales, qui ne nous conviennent plus. Il faut une volonté de changement à la base. Et pour qu'un couple reste solide dans leur amour, il faut que les deux voguent dans la même direction. Parce que si l'un veut évoluer, étudier le tantra, et l'autre ne veut pas, c'est possible. On a beaucoup de cas de figure comme ça chez nous, mais c'est plus délicat. Parce que le tantra moderne d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'art d'apprendre le yoga de l'amour. Et le yoga de l'amour, c'est quoi? C'est l'art d'apprendre un nouveau langage qu'on ne nous a pas appris à l'école, ni dans notre famille, et que pour pouvoir bien l'apprendre, il faut qu'il y ait quelqu'un de neutre, l'animateur, l'animatrice, tu vois, avec qui on n'a pas de rapport personnel, ce qui m'amènerait à vouloir parler aussi de l'ombre dans le temps, et qui représente en quelque sorte un peu notre père, notre mère, enfin, ceux qui vont pouvoir nous guérir. Donc, là, à partir du moment où on est dans cet état-là, où on veut changer, et on est dans un état où on peut changer avec d'autres, là, les choses commencent à bouger. Et c'est pour ça qu'après avoir été thérapeute individuelle, j'ai choisi d'être thérapeute de groupe. Parce que pour moi, ça change plus vite. Parce qu'on est avec d'autres gens qui sont nos miroirs. Et voilà. Donc, pour finir avec ta question, quelle étape adopter? Après l'étape du mariage où on est monogame, il arrive une étape où, dans la tradition hindoue, on n'est plus un homme de famille ou un householder, on devient un sannyasi, c'est-à-dire quelqu'un qui part dans la voie spirituelle. Parce que maintenant, il a accompli son devoir d'homme de famille et il va pouvoir se concentrer sur son éveil. Et voilà, donc là, on se concentre sur l'éveil. Et maintenant, est-ce qu'on vit un éveil en étant célibataire? Est-ce qu'on vit la voie qu'on suit? Est-ce qu'elle nous demande d'être célibataire? Est-ce qu'elle nous demande d'être multi-orgasmique avec de nombreuses partenaires? Je ne sais pas, ça c'est à chaque personne de choisir. Mais l'important, c'est de ne pas juger. Et je pense qu'il faut tout essayer. Voilà. Je pense que ça fait déjà... Alors, je veux encore dire quelque chose sur l'ombre dans le tantra. Ah, merci. Ah, oui. Bah, c'est quand même une interview exceptionnelle aujourd'hui, donc j'espère que les gens... vont tenir le coup. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de downloads et il y a beaucoup de sagesse. Et moi, je tiens à souligner, avant que tu répondes à cette question, Margot, ça fait à peu près 3-4 ans que je suis venu dans une exploration du tantra et j'ai été beaucoup déçu parce que moi, je suis un petit peu un puriste, je n'ai pas honte de le dire. J'aime le jeûne, j'aime purifier son cœur, j'aime être en alignement, j'aime être un instrument du divin qui se reconnaît dans les autres. Et j'ai vu beaucoup de tantra qui, pour moi, c'est ou de la distraction, du cirque, ou comme, enfin, tu disais sans dire, et on ne va pas mettre de nom, mais il y a énormément de grandes écoles où il y a beaucoup d'élèves qui vont là, et les enseignants, pour eux, c'est l'orgie, à droite, à gauche, et pour moi, c'est décadent. Je suis un peu dans le jugement, donc je l'admets, mais c'est un petit peu le message que j'ai envie de dire ici, c'est que quand les gens s'ouvrent, quand les gens sortent de la frustration, de l'oppression, et qu'ils s'ouvrent, ils sont tellement vulnérables et naïfs, et c'est là qu'il faut des êtres de lumière qui sont bien établis, qui sont là pour servir avec le cœur. Et ce que je vois, c'est des petits jeunes qui veulent s'amuser et qui profitent des ombres des gens. Alors, bien évidemment,
les gens qui attirent ces vibrations, ils s'entraident aussi à évoluer. Donc, dans la vision globale, tout est parfait, mais en tant qu'un être d'une communauté consciente et saine, je trouve qu'on a aussi des responsabilités, et c'est de dénoncer les gens qui ne sont pas dans leur intégrité pour les ramener un petit peu dans cette place du cœur. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci de le dire. Hein. Et si tu veux, je dirais qu'on a vu et on voit un peu partout, sans jeter la pierre à une personne particulière ou des gens en particulier, mais on voit une incompréhension, parce qu'une immaturité dans l'approche de l'enseignement du tantra. Alors, deux choses. La première, les écritures classiques anciennes qui datent depuis il y a très longtemps, puisque le tantra est une tradition qui a au moins 5000 ans d'âge, et que le Skydancing Tantra a été fondé par Bouddha Padmasambhava Yeshe Tsogyal, qui était en vie au 8e siècle au Tibet. Donc, on vient de loin, nous. On vient de loin. Donc, si tu veux, dans cette perspective-là, le tantra, c'est quelque chose de sacré et c'est quelque chose qui doit tenir compte de ce que Freud nous a enseigné quand il disait que dans un travail thérapeutique, il y a le transfert et le contre-transfert. Le transfert, c'est l'animateur ou l'animatrice qui est assise là sur le siège et il y a une quarantaine de participants et de participantes qui sont tous venus parce qu'ils avaient, disons, j'exagère, hein, je fais une parodie de la question. Excusez-moi, mais c'est bon. J'aime bien faire le clown aussi. Surtout quand il s'agit de choses graves. Donc, ils sont là, ils veulent guérir quelque chose, c'est normal. Et donc, ils transfèrent sur l'animateur et l'animatrice, papa, maman, ils transfèrent la perfection de celui qu'ils vont pouvoir aimer, en qui ils vont pouvoir avoir confiance et qui va pouvoir leur donner toutes les réponses. Si à ce moment, il y a de la part de l'animateur ou de l'animatrice un contre-transfert, c'est-à-dire que cette personne assise sur le siège n'a pas maîtrisé dans sa vie personnelle et dans sa vie sexuelle la satisfaction de ses besoins, eh bien, cette personne va mélanger tout ça et va regarder dans la pièce et va dire « Ah, voilà, telle et telle fille, là, je vais passer la nuit avec. » Et le groupe devient le harem personnel de l'animateur ou de l'animatrice. Donc, ça ne marche jamais. En disant, je ne peux pas exagérer. Ça marche rarement. Okay? Il y a des fois où il y a eu des amours qui se sont faits dans des situations comme ça, où les gens se sont mariés, il y a eu beaucoup de dévotion et ça a très bien marché. Donc, je ne veux pas non plus pointer, il ne faut pas juger tout ça. C'est l'exception qui confirme la règle, voilà, quand même, exactement, voilà. Alors, donc, ça, c'est une chose. Donc, il faut, à mon avis, si on veut être en intégrité comme animateur, animatrice, ne pas mélanger les poires et les choux. Avoir pris soin de son intériorité, de sa verticalité, de sa vie personnelle, privée et amoureuse, en dehors de la salle de groupe. Et c'est dans le Skydancing Tantra, la première règle de notre éthique d'école, c'est que les animateurs n'ont aucun rapport romantique avec les participants. Alors après, bon, on peut aller dans les détails, mais bon, le propos n'est pas là. Maintenant, que dire des abus? Alors, je pense que toute personne est responsable de ce qui lui arrive. Donc, quand nous avons des adorables petites joyeuses qui arrivent dans une école X de tantra, les yeux grands ouverts et le cœur ouvert, et qui se laissent manipuler et qui se laissent emmener dans toutes sortes de choses abusives, on ne peut pas dire que c'est totalement non plus la faute de l'animateur adulte qui a souvent de 20 ou 10 ans de plus qu'elle. Elles ont une responsabilité, elles ont dit oui. Ben, ça prend deux pour danser. Voilà, voilà. Donc, voilà, déjà, je veux dire ça. Maintenant, lorsqu'il y a eu énormément d'abus dans le monde du yoga et dans le monde du tantra, je les connais presque tous parce que d'abord, j'ai fait de la recherche et qu'ensuite, je connaissais, comme j'étais dans ce rôle, même en Amérique,
on m'a fait toutes les confidences et j'ai su un peu la vie sexuelle, la vie amoureuse privée de toutes sortes de gourous qui prétendaient une chose et qui en faisaient une autre. Mais ce qui est important et ce dont je parle dans mon chapitre, à la rencontre de l'orgasme divin, qu'il faut lire, c'est les remèdes. Okay, les remèdes qui sont donnés par le Bouddha, par le Dalai Lama et par Thich Nhat Hanh et par d'autres femmes dont je parle aussi dans le chapitre. Et les remèdes sont ne pas garder sous prétexte de honte et de timidité le secret de la chose, dénoncer publiquement la personne, écrire publiquement sur ce qui s'est passé, le révéler et avertir les autres pour que tout le monde ne tombe pas dans le même piège. Et ça, c'est une des choses qui est donnée dans mon chapitre et dont le Dalai Lama a parlé en personne à des thérapeutes occidentaux qui étaient venus le voir. Ça demande du courage, mais en tout cas, merci pour aider parce que, comme tu le disais avant, beaucoup de femmes n'ont pas leur voix et elles ont grandi dans la soumission, elles ont dû trouver leur place dans la hiérarchie familiale et ce n'est pas aussi évident pour ce genre de personnes de dénoncer et d'exposer les viols, les abus. Donc, au moins, un remède comme ça dont tu en parles vite fait, c'est génial. Moi, j'ai encore une petite question qui me brûle les lèvres, mais je veux checker avec toi quand même, Alex. Ouais, disons dernière question pour pas... Bon, après, si on doit le faire en 2 parties, c'est cool aussi. Il n'y a aucun problème. Hein. Pour moi, Margot, c'est quand même un être extraordinaire. Elle est ici avec nous, elle prend son temps et c'est un très, très beau cadeau. Alors, j'en profite au maximum. Mais on est toujours bienveillante par rapport à des beaux hommes comme vous. Mais écoute, c'est gentil. Moi, je vais te dire pourquoi j'ai peur de continuer à te poser des questions, c'est que je pense que ça peut continuer pendant 5 heures. Parce que j'en ai... Mais ça pourrait devenir le meilleur épisode que la France n'ait jamais connu. On est ici à Bali, en bonne compagnie. Tout est éditable. On peut en faire 5 minutes sur Facebook ou on peut en faire... voilà. Moi, j'adore. Margot, j'ai une question qui me brûle les lèvres et c'est une question que je t'avais demandé dans une conversation personnelle, mais j'aimerais la partager avec l'audience parce que ce que dans ton école tu proposes, ce n'est pas toutes les écoles qui l'ont. Et je veux parler du lineage. Ah donc, oui. Qu'est-ce que c'est un linéage de maître et quel est le tien et un petit peu quel rôle ça joue dans le tantra voilà, donc. Ouais. Eh bien, dans le tantra, il y a beaucoup d'écoles. Il y a l'école du Cachemire, il y a l'école hindoue, il y a l'école bouddhiste, et même parmi elles, il y en a des nombreuses. La jambe droite, la jambe gauche, voilà. le rouge, la fameuse transmission du Kala Chakra que fait le Dalai Lama. Et c'est peu dit, mais c'est très semblable aux pratiques du Skydancing Tantra, c'est-à-dire la canalisation de l'état orgasmique pour l'expansion de la conscience. C'est pareil que Shaktipat ou pas du tout? Pas du tout. Enfin, un peu. Donc, il y a beaucoup de différentes approches du Tantra. Et les maîtres disent, si tu veux, que celui qui est habilité à enseigner le Tantra doit avoir reçu la transmission en direct d'un maître éveillé, doit avoir réfléchi sur ce que lui ou elle a proposé dans le sein et dans le contexte et le cadre de sa culture pour voir s'il y a une contribution originale et différente de ce qui a été offert jusqu'à maintenant. Et la troisième, c'est il faut regarder l'arbre, c'est-à-dire les fruits de l'arbre. C'est-à-dire, est-ce que les étudiants de ce maître-là, de cette maîtresse, ont bénéficié de cet enseignement? Est-ce que ça leur a apporté des fruits qui ont mûri? Est-ce que ça leur a servi à quelque chose? Magnifique. Voilà, ça, c'est les 3 points que malheureusement beaucoup des jeunes d'aujourd'hui ne prennent pas en considération. Et ils ne savent même pas de toute façon. Voilà. Alors maintenant, je trouve que ce n'est pas non plus mal de faire les fous dans un groupe de tantra, de confronter nos tabous, de nous mettre nus, de faire toutes sortes de méditations, de relâchement énergétique. Moi, je trouve ça bien. Parce qu'on a besoin de ça, comme tu le disais tout à l'heure, on a besoin de se relâcher. Mais, et puis d'ailleurs,
on aime bien entendre des African drums et des batucadas. On aime bien danser à cette musique. Okay? Donc voilà, C'est la ça fait nature partie de humaine. nous-mêmes. Ouais. Voilà. Ouais. Maintenant, le raffinement de la transmutation des énergies est important. Et malheureusement, la plupart des gens pensent qu'on peut arriver directement dans ce raffinement des énergies qui sont déjà transmutées ou transformées, alors que ce n'est pas vrai. Selon moi, il faut commencer à la base, il faut commencer à taper du tambour, à sauter, à danser, à crier, et ce n'est qu'après qu'on peut entrer dans la paix intérieure, dans le raffinement, etc. Alors, voyons, attends. Qu'est-ce que la question que tu viens de me poser? Le lignage, qu'est-ce que c'est un petit peu? Donc, alors, le lineage, donc… la lignée des maîtres je en français. Alors, si tu veux, la transmission d'un grand maître qui était la 3e génération après Bouddha Gautama, comme le Bouddha Padmasambhava, qui a son histoire, sur lequel des livres ont été écrits, qui a aidé une énorme partie du monde et de la population du monde, qui est toujours tout à fait vénéré, en particulier au Bhoutan, où il a fait de nombreux séjours avec sa compagne. Eh bien, il a développé ce skydancing, ces pratiques du skydancing, et le lignage, c'est-à-dire c'est tous ceux qui sont passés avant toi ont créé par leur pratique, par leur éveil, un champ morphogénétique, un champ énergétique dont tu peux bénéficier à condition que tu sois dans le respect et dans l'honnêteté et dans l'intégrité, non seulement de ta pratique, mais de ta vie. Et j'ai eu plusieurs cas dans ma vie où des gens ont essayé de tricher par rapport au lignage, ont essayé de voler sans m'avertir le nom ou les pratiques, et sont littéralement retombés sur leur nez. Ils se sont pris des claques, voilà. comme on dit. Et moi, je n'ai littéralement rien eu à voir à faire avec ça, sinon que je suis arrivé à un moment pour dire là, ça ne marche pas. Vous devez me rendre mes billes. OK, tu vois. Donc, alors, le lignage, c'est ça. C'est je bénéficie de la bénédiction et de la présence de Bouddha Padmasambhava, et je suis celle qui porte son lignage pour le moment. Je ne suis pas la seule d'ailleurs. Mais Bouddha Padmasambhava, bless his soul, m'est apparu dans toutes sortes de circonstances et m'a donné des enseignements absolument incroyables, on peut dire. Alors qu'il n'était plus dans son corps, il est venu m'aider. Donc, quand on est branché sur un lignage et qu'on le pratique avec intégrité, et ça veut dire quoi, intégrité? Ça veut dire qu'on ne mélange pas les poires et les choux, on ne mélange pas la méthode du skydancing qu'on a apprise avec d'autres méthodes avant d'avoir été suffisamment profond dans la pratique du skydancing, dans la pratique et l'enseignement de cette méthode-là, pour avoir reçu un éveil, pour avoir reçu un « aha, I got it ». Okay? J'ai compris. Okay? Et une fois qu'on a fait le tour de la question de cette manière-là, qui n'est pas si simple, ni pas nécessairement si rapide, il faut beaucoup de dévotion, eh bien, une fois qu'on a fait le tour de cette question, on peut apporter sa propre créativité, on peut améliorer la méthode, on peut faire ci, on peut faire ça. Moi, je suis assez puriste, je ne veux pas trop que les gens fassent ça, mais j'ai aussi transmis tout ça à la jeune génération, j'ai transmis ça à des centaines d'enseignants, au directeur actuel. Donc maintenant, il faut quand même que je me détache un peu. Hein. La manière, c'est la manière, et la leur n'est pas nécessairement la mienne. Mais en tout cas, le lignage, c'est la transmission. Voilà. C'est la transmission de ce que j'ai reçu et de ce que les autres avant moi ont reçu, et des révélations que j'ai pu recevoir, pour que les autres puissent en profiter. Et donc, pour complémenter ton explication, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un champ morphogénétique. Donc, c'est un petit peu comme un être énergétique où tous les gens qui pratiquent, qui mettent les heures dans la méditation, dans le travail, quelque part, ils ont un échange avec cette énergie, ils énergisent cette entité, en retour, ils reçoivent des protections, ils reçoivent de la guidance, de l'intuition. Voilà. C'est-à-dire que ça crée comme une musique, comme une fréquence vibratoire qui fait que lorsqu'on est
en train de pratiquer quelque chose dans la salle de groupe, il se passe des merveilles et des miracles. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce qu'au fond, tous ces êtres qui ne sont plus dans un corps sont complètement ravis de voir que ces choses continuent à être transmises et continuent à progresser. Donc, nous, quelque part, on est des médiums. On est, en tout cas moi, je peux dire, j'ai été nommé Dakini, j'ai été nommé médium par les maîtres qui m'ont donné leur transmission. Donc, je peux savoir que, et je l'ai senti. Donc, et pour le moment, je suis à Bali, je ne fais pas grand-chose, je ne donne pas beaucoup de cours, je suis très… Et ça va bientôt changer, Margot. Avec Alex, on est en train de voir. Wow, super puissant. Et donc, moi, c'est aussi ce que je dénonçais, c'est qu'il y a énormément de gens dans beaucoup de domaines, pas juste le tantra, ils n'ont pas suivi ces 3 éléments que tu as mentionnés, ou parce qu'ils ne le savent pas, ou parce qu'ils veulent prendre des raccourcis, ou alors ils diluent la technique du maître, parce que, comme tu disais, ils ne sont pas descendus suffisamment profondément dans la technique, donc ils ne comprennent même pas pourquoi le maître a dit cet exercice précis, et ils pensent avec leur niveau de conscience précaire qu'ils sont plus intelligents ou plus avancés, ou j'en sais rien, et qu'ils peuvent faire mieux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la dévotion, l'intelligence, la présence et l'humilité, oui. Tu vois, de prendre l'information qu'on leur donne. Il y a une merveilleuse histoire zen, tu sais, qui est connue dans le monde zen. Alors, il y a un philosophe qui décide qu'il va aller à la source et il va aller voir le abbot, le directeur d'un monastère, pour lui poser la question ultime, je ne sais pas laquelle c'était. Et la prochaine crypto qui va gagner. Voilà. Quelque chose comme ça. Quelle est la nature de l'être? Alors il arrive, il est philosophe, il a toujours beaucoup réfléchi, il a des tas d'interprétations, il a écrit des livres, etc. Le maître l'accueille, s'assoit d'un côté de la table, le met en face, et au milieu, il y a un service à thé. Alors il lui propose de lui servir du thé, l'autre accepte et commence à parler. Pendant que l'autre prépare le thé, le maître prépare le thé, lui il parle. C'est lui qui a déjà tout compris, c'est lui qui dit au maître que le maître devrait lui dire en quelque sorte. Ça arrive souvent. Bon, et le maître est là, il prend le thé. Alors, le philosophe lui tend sa petite tasse, une petite tasse à thé japonaise, dans sa tasse. Le maître prend la théière, verse le thé dans la tasse déborde, le thé chaud coule sur la table, va couler sur le genou du philosophe qui se fait brûler, et qui pose tout ça sur la table, qui se lève en hurlant et disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ça déborde? Et qu'est-ce que ça veut dire ?» Et l'autre lui répond « Je ne peux rien te dire car ta tasse est déjà pleine. » C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir the beginner's mind. Il faut avoir la capacité d'être dans l'innocence du cœur. Le cœur est innocent. Le mental interprète, analyse et juge. C'est très corrompu de nos jours. Voilà. Donc, il faut ne pas confondre le fait que lorsqu'on reçoit de l'information, c'est comme si on était éveillé, pas du tout. Okay? C'est par le cœur qu'on s'éveille, c'est pas par la tête, okay? En général. Par le ressenti. Le cœur est innocent. Le cœur n'analyse pas, n'interprète pas. Le cœur accueille. Okay? Et donc, voilà. Donc, pour dire que les gens d'aujourd'hui, eh bien, ils en sont là où ils en sont. Mais moi, quand je les regarde avec bienveillance, je me rappelle de tous les temps où j'ai traversé les mêmes étapes. Okay? Et je me rappelle du temps où le yoga de Patabi Joy et bien d'autres est arrivé en Amérique, où j'étais au pic du bon temps de la Californie, où je vivais en Californie, j'avais choisi cet endroit. Et tout d'un coup, le yoga est devenu le yin yoga, le woman yoga, le si yoga ça, le yoga ça. Il y avait du yoga à tous les coins de rue. Et maintenant, c'est le tour du tantra. Le tantra à tous les coins de rue. Ceci étant, je voudrais quand même dire, dans cette grande ville sophistiquée de Paris, la dernière fois que j'y étais, il y avait 3 groupes de Skydancing Tantra dans le cœur de Paris par semaine et que chaque groupe avait au moins 40 à 50 personnes participant. Okay? Et c'était des groupes enseignés par des enseignants certifiés et ça marchait très très bien. Okay?
Donc, le monde est prêt pour le tantra. Et donc, je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre, il faut simplement être conscient comment naviguer, tu vois, et ne pas penser que parce qu'on a accumulé un moment d'extase et un autre, comme on aligne des perles sur un collier, on a tout compris. Okay? Parce qu'un moment d'extase, ce n'est pas l'éveil. Okay? C'est le goût. C'est le goût, c'est un petit moment, et il est quand même vrai que quand on est dans un bon état d'extase, c'est vrai que c'est un éveil, parce qu'à ce moment-là, on a une certaine partie de nous-mêmes qui est libérée. Ouais. Et on dit, je ne veux plus suivre les rails des programmes qu'on veut m'imposer, je veux déterminer souverainement le style de vie que je vais choisir et la manière dont je vais vivre. C'est en fait notre droit le plus foncièrement donné en tant qu'être humain. Ça devrait être la possibilité de tout le monde. Moi, j'ai eu de la chance, je veux dire encore que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir passer pas mal de temps avec des maîtres éveillés et Osho en particulier. Vraiment, ça m'a aidé à penser par moi-même, ça m'a aidé à examiner les choses à partir de l'âme et ça m'aide encore. Donc, voilà. Et ne pas penser que parce que vous avez exploré la sexualité d'une certaine manière, vous avez tout compris. Non. La sexualité dans les écritures classiques du Tantra ne représente qu'à peu près 10 à 15% de la totalité des moyens et des pratiques d'éveil que les maîtres enseignaient. Ah, on aurait dû commencer par ça. On aurait dû commencer par ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Margot, je suis la coupable, parce que ayant vécu cette sexualité incroyable, cosmique, la première fois que j'ai fait l'amour, je suis devenue une chasseresse à l'extase. Et il m'a fallu 30 ans pour trouver la méthode qui allait pouvoir emmener les gens, monsieur et madame tout le monde, à établir une cartographie de l'extase et une manière de vivre leur nature extatique. Mais à partir du moment où tu as compris ça et que tu vis ta nature extatique, eh bien, tu es libre. En tout cas, tu es libre de choisir. Voilà. Donc, je vous laisse avec ça et je vous conseille de vous demander la question, tous les moments de votre vie, est-ce que je suis un être éveillé? Est-ce que j'amène de la joie? Est-ce que je choisis dans la joie mon style de vie? Et ce n'est pas parce que je n'aurai pas les distractions, les télévisions, les théâtres, les restaurants, que je ne pourrai pas vivre ma joie. Parce qu'il y a un monde intérieur qui est riche, qui est merveilleux, qui est psychédélique, et c'est le moment de l'explorer. Donc, je vous encourage à le faire et à nous rejoindre dans le Sky Dancing Tantra pour qu'on vous soutienne dans cette démarche. Super, Margot. Bravo. Excellent. Si les gens veulent te trouver avec ton école de Tantra, on mettra des liens, mais tu as le website. Ils doivent aller simplement chercher Sky Dancing Tantra. Et ils trouveront 36 écoles de Sky Dancing Tantra. Bon. Et ils peuvent aller sur www. Sky Dancing, c'est écrit à l'envers, mais. www.margotanand.com. Ça, c'est aussi. Alors, sur mon site, vous aurez, je crois, un bouton en bas de l'écran où vous appuierez pour avoir les traductions dans différentes langues. Mais il y a un institut en France, un institut en Suisse française, un institut à Paris, un institut en Allemagne et un institut aux États-Unis. Donc, et il y a beaucoup de programmes qui sont maintenant retardés à cause de la situation mondiale, mais tout le monde piaffe d'impatience. On programme, on reprogramme, on redonne des dates et voilà. Et donc, il faut simplement… Avec ce qui se passe dans le monde, c'est une bonne invitation pour les gens, puisqu'on a plus de temps, pour se découvrir. Donc, le Tantra, peut-être que c'est le bon moment pour s'y mettre. Oui, vous pouvez commencer avec un de ces livres. Encore une fois, L'art de l'extase sexuelle, des titres très bien choisis, Margot. Il y a beaucoup de gens qui veulent plus d'extasie, qui veulent plus d'orgasmes. Et pas forcément les orgasmes comme on le pense nous, des orgasmes de plaisir sexuel, mais des orgasmes dans toute notre multidimensionnalité, de se ressentir, de se connecter avec la vie. Et vous pouvez prendre ce livre, d'ailleurs, c'est pour ça que je crois qu'il a eu tant de succès, c'est presque un manuel. Donc vous pouvez prendre ce livre, L'art de l'extase sexuelle, et si vous avez un partenaire chéri, ou même un ami ou une amie,
avec qui vous voudriez faire des explorations, parce que, encore une misconception, on n'a pas besoin d'avoir la relation parfaite ni le partenaire parfait pour entrer et pratiquer le Skydancing Tantra. On peut faire ça avec une autre personne qui est intéressée par l'affaire, et le Tantra ne veut pas dire nécessairement, absolument tout le temps, faire l'amour, passer par la sexualité. Il y a des tas d'autres dimensions de l'éveil, et donc vous pouvez prendre ce livre et vous pouvez décider ensemble, nous allons vivre un chapitre par mois, et vous pourrez faire ce chapitre et les pratiques, et vous pourrez aller sur mon site internet dans la catégorie Trésor, et vous aurez là 12 modules de 20 minutes chacun qui vous montreront un film avec un enseignement sur les pratiques du Skydancing Tantra. Eh bien, magnifique. Je l'ai ouvert à la bonne page. Je vous invite à regarder ce livre. Il y a des illustrations qui sont magnifiques. Bon, Margot, avant qu'on finisse, j'ai une petite curiosité. Moi, j'aime beaucoup Osho, je lis beaucoup. Et je voulais savoir, puisque tu parlais, pour aller un petit peu dans les ragots pour finir, puisque tu parlais du fait que tu savais un petit peu ce que les maîtres faisaient dans leur vie privée aussi, parfois pas forcément en alignement avec ce dont tu parlais. Osho, dans sa vie privée, est-ce qu'il avait des partenaires sexuels? Est-ce que tu as des informations là-dessus? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'en ai pas fait partie. Moi, j'aime bien parler des choses qui ont été mon expérience personnelle et directe. Tu vois? Donc, ce que je pourrais te dire, si je te répondais là-dessus, ça ne serait que des potins de la commère, une telle ou une telle ou une telle qui m'a dit telle ou telle chose. Moi, je ne sais pas. Je sais qu'il avait quelqu'un qui s'occupait de lui et qui s'occupait de sa maison, de sa maisonnée, voilà, mais qui elle-même avait un amant, donc je pense que Osho n'était pas son amant. Une compagne. Une compagne, tu vois, comme les hommes en Inde, les maîtres doivent avoir besoin de ça. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que je peux te répondre. Eh bien, tu demanderas à Osho quand tu le rencontres dans tes méditations, Alex, en utilisant. Ceci dit, je pense que oui, mais il n'était pas hypocrite. Ce n'était pas quelqu'un qui disait vous devez tous être célibataires. Au contraire. C'était quelqu'un qui promouvait la santé sexuelle, l'exploration sexuelle, la joie sexuelle, etc. Bon, eh bien, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la question aujourd'hui. Encore une fois, Margot, merci énormément pour ta sagesse. C'est ça qui manque dans les communautés un petit peu plus jeunes et on est vraiment ravis de t'avoir. Margot, c'est une vraie magicienne. Il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui savent que le tantra et la magie, ça se rencontre quand on s'établit dans les pratiques et que… Oui, bon, je vais m'arrêter là, sinon on ne va jamais s'arrêter. Alex? Allez, on s'arrête. Ouais, très bel épisode. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Margot. Allez, c'est super.